Voilà, merci pour cette introduction, Sam. Donc oui, voilà, on entame un peu cette session sur le Imaging the Future, avec ce profil peut-être pour nous, enfin cette origine, disons, dans l'architecture. Donc c'est vrai que dans toutes les thématiques qu'on va peut-être aborder ce matin, nous, on va plutôt parler du territoire, on va parler de l'espace et finalement de l'impact que peuvent avoir les technologies digitales, en tout cas certaines d'entre elles, sur le travail de l'architecte, ou en tout cas d'une conception, disons, conception de l'espace. Je présenterai Christian qui reste dans l'ombre là pour le moment ce matin. Donc on va un peu se partager, essayer de peut-être un petit peu faire un ping-pong comme ça au fur et à mesure de la présentation. Je prends en fait le prétexte d'une exposition qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps, au début d'année, dans une ancienne manufacture proche de Renon, donc en fait un lieu partiellement désaffecté qu'on a comme réaffecté le temps d'une exposition. Donc là on voit un étage, simplement il y a cette lumière rouge, donc on occupait un étage entier ici avec un ensemble de travaux en fait. Pendant à peu près 2 mois, on s'est installé dans cette usine. Le propos était finalement plus de réaliser un livre, donc c'est une installation, un ensemble de travaux pour faire un livre, donc faire des photos pour faire un livre, et puis bien sûr on en a profité pour avoir des échanges avec d'autres personnes, ouvrir un peu l'exposition au public pendant un certain temps. Le contenu de l'exposition, et finalement je vais simplement traverser en fait, je vais vous emmener un petit peu dans certains lieux de cet accrochage et voir quelques pièces en fait là-dedans. Donc il y avait ici, on a le plan en fait de l'accrochage avec un ensemble de travaux, une vingtaine de travaux qui recoupent finalement différentes périodes dans notre travail, une vingtaine d'années finalement qu'on explore justement ces territoires croisés ou mélangés, disons, plus que croisés, du digital et du physique. Donc avec des travaux qui étaient plutôt de la documentation vraiment de vieilles pièces remontant au siècle passé, et puis des travaux beaucoup plus récents. La particularité du travail, alors on voit ici le titre aussi qu'on avait donné à cet accrochage, qui était Environmental Device, donc c'est une approche qu'on a, un intérêt qu'on a un peu pour cette idée de dispositif potentiellement technologique ou technique qui articule en fait un rapport à l'environnement, qui revisite l'environnement et qui en propose peut-être une autre version, une version un petit peu manipulée. La particularité aussi de tout ce travail, c'est que c'est une collaboration initiée donc il y a plus de 20 ans en fait. Christian ici est un des fondateurs aussi de l'équipe de Fabrique, qui réunit donc des architectes et des ingénieurs en informatique. Donc c'est le cas depuis le début. On s'est rencontrés dans les laboratoires de l'EPFL en faisant un postgrad. Et l'idée dès le départ, enfin on a eu peut-être cette chance aussi de se rencontrer au moment où le web est devenu public, vraiment à ce moment-là, grosso modo, juste après en fait, avec vraiment la conscience pour nous à ce moment-là que les réseaux, Internet en particulier, le web aussi, allaient transformer notre rapport à l'espace, notre rapport à l'environnement, le rapport entre les personnes, etc. C'était une intuition au départ. Je pense qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on peut considérer qu'on ne s'est pas trop trompé dans le fait de dire que ça allait profondément bouleverser en fait, voilà, notre médiation à l'espace. Cette définition aussi qui me permet peut-être de préciser un petit peu la question de comment on conçoit cette idée d'environnement, avec cette définition ici en anglais. Environnement compris comme un ensemble d'éléments biotiques ou abiotiques, donc biotiques pour éléments vivants, si vous voulez, ça peut être les cellules, la végétation, etc. Abiotiques, inertes, le climat en particulier, enfin des données aussi sur le climat, enfin bref, des éléments non vivants de l'environnement, naturels ou artificiels, puisque certains peuvent également être des artifices, des éléments des artefacts ou des artifices qui font partie un peu du milieu culturel qu'on constitue, qui entourent un individu ou une espèce, et dont certains contribuent directement à ses besoins. Et on ajoutait, enfin, ce qui est donc une définition Wikipédia, cette première partie du statement. L'autre partie
et une précision qu'on apporte nous dans le cadre de notre travail. On s'intéresse principalement à des éléments non vivants, on pourrait dire en particulier justement beaucoup des questions de climat ou de localisation, de lieux, etc. Et des éléments artificiels puisqu'on les constitue nous-mêmes. Je dirais cet ensemble de pièces, c'est peut-être aussi l'occasion de réunir un ensemble de références finalement pour nous, ou d'éléments qui nourrissent un petit peu le travail ou qui nous permettent de l'expliquer. Donc un ensemble de livres ici sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, peut-être pour préciser certains points du travail, ou comment ça a pu inspirer peut-être certaines choses, ou au contraire nous aider à expliquer aussi certains éléments un peu de notre approche. Alors je rentre directement dans cet accrochage. En fait, voilà, on arrive un petit peu dans l'exposition, on devine dans le fond un peu un dispositif avec ces lumières rouges, un device, pour le coup, un environmental device, et puis simplement au premier plan, on était accueilli par deux horloges, en fait. J'aurai aussi l'occasion de revenir un tout petit peu plus tard sur l'une d'entre elles, parce que j'expliquerai un de ces projets. Deux horloges aux temporalités complètement décalées. Une est une horloge, en fait, un temps où il n'y a qu'une seule journée. L'horloge avance et recule, en fait. Elle n'arrive jamais à passer la journée où elle a commencé. Et l'autre est un environnement plutôt physiologique, une lumière comme ça qu'on distribue grâce à Internet, qui a elle-même également une temporalité. Premier petit point en fait d'arrêt, en fait, ce livre d'Adolfo Bioy Casares. Alors c'est une référence assez qui revient assez souvent, en tout cas pour nous, et qui est peut-être aussi une nouvelle en fait qui nous a beaucoup influencé au départ dans cette idée c'est donc une nouvelle de Casares qui parle d'un fugitif qui arrive sur une île. Et sur cette île, il se passe beaucoup de choses un peu étranges, notamment en fait des personnes habitent cette île, mais le fugitif en question n'arrive jamais à entrer en contact avec ces personnes. C'est une journée, en fait, ces personnes, elles reviennent jour après jour, elles font exactement la même chose sur cette île. Ça se reproduit jour après jour, et puis petit à petit, il y a des décalages en fait qui se mettent en place sur cette île. À des moments, il y a deux soleils, ou il y a deux lunes. Bref, un peu des espèces d'interférences ou d'éléments étranges comme ça qui se mettent en place. Alors le livre a été disons écrit en 1940, publié en 1940, était une forme d'extrapolation ou d'utopie presque autour du cinéma, de vraiment imaginer que à un moment le cinéma ou la machine à capturer le réel qu'était la pellicule à ce moment-là allait pouvoir se développer jusqu'à un point où elle pourrait saisir l'entier du réel et le reproduire. Et c'est ce qui se passe en fait dans ce roman. C'est une machine, la machine de Morel, qui capture le réel, qui s'est un peu embrayée, enfin qui s'est même un peu enrayée plutôt, et qui finalement tourne en boucle. Et chaque jour, elle rejoue la même journée, sans fin, sans fin, sans fin. Et à un moment, arrive un fugitif sur cette île qui découvre voilà cette machine. Alors, je dirais la manière dont le rapport à l'environnement est décrit dans ce livre a des liens quand même assez ténus ou assez directs avec certaines pièces qu'on a pu développer dans notre travail. J'avance un petit peu, on entre un peu ici dans cet accrochage vers ce premier device qui s'appelle Perpetual Tropical Sunshine, qui est une pièce qu'on a réalisée il y a une dizaine d'années, un tout petit peu plus, lors d'un festival à Lyon, et dont le propos, enfin sur un écran d'extrêmement basse résolution, le propos est essayer de recréer un soleil, si vous voulez bien, une espèce de soleil perpétuel qui s'affiche sur cet écran, qui passe, et puis on va en chercher un autre, on va en afficher un autre. Donc quelque part, le désir un peu de cette installation, c'est d'essayer de créer un jour permanent. Je vais détailler un tout petit peu comment ça fonctionne dans les slides qui suivent. Par moment aussi, cet écran simplement marque des arrêts, s'illumine dans sa totalité, simplement en reprenant l'énergie moyenne qui a été utilisée pour afficher le soleil précédemment, puis ensuite on passe à un autre soleil. Alors d'un côté, il y a ce dispositif qui a un écran
constituée de bulbes infrarouges. Donc c'est une image, mais c'est aussi une image qui chauffe. Ça chauffe énormément en fait comme dispositif. Ça permet de chauffer un espace. Et puis ce dispositif est piloté par une interface. Alors ici on voit juste 3 écrans. C'était à la Nuit Blanche de Paris, ici dans une église, où on avait ces 3 écrans qui étaient affichés comme ça, qui étaient accrochés sur un élément de la structure. Je détaille un peu, maintenant on rentre dans cette interface, finalement dans le système, je dirais, qui nous permet de piloter l'installation. Alors on a ces 3 écrans 3 fois, hein, ces 3 états différents de ces 3 écrans, avec à gauche le soleil, si vous voulez bien. Alors ça a l'air d'être une lune, simplement à cause des filtres qu'on utilise évidemment pour pouvoir filmer le soleil. Au milieu, une information climatique sur un lieu particulier, ici Rockhampton, Santos, Swakopmund, et puis tout à droite, la localisation de ce lieu quelque part sur la planète. On voit qu'il y a une petite bande, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur le 3e écran, une petite bande orange qui marque en fait les lieux où on va potentiellement chercher des soleils, qui est le tropique du Capricorne, en fait, donc dans l'hémisphère sud. Aller chercher un soleil dans l'hémisphère sud pour l'afficher potentiellement dans l'hémisphère nord, avec tout ce que ça implique, je dirais, de décalage, de temporalité, de climat, de saison, etc. En détail, simplement, ce que le système fait, c'est qu'il se sert de toutes les données météo qu'on peut trouver en ligne aujourd'hui, donc toutes les stations météo, sélectionne des villes où il fait beau, elles sont classées comme ça, sunny, mostly sunny, partly sunny, donc il sélectionne que des villes où potentiellement il fait beau, avec l'affichage du décalage horaire de ces villes, en sélectionne une, va chercher un pas plus loin l'information, se dire quelle est la température à cet endroit, est-ce qu'il fait effectivement beau, est-ce qu'on a une visibilité qui est suffisante, etc., etc. Donc un ensemble de paramètres, et puis localise ce point sur la carte, ici en Amérique du Sud, GMT-4 par rapport toujours à la ville de Lyon, en l'occurrence à cette époque-là, et puis finalement affiche un soleil qui correspond à cette localisation à ce moment-là. Alors idéalement, je dirais si on était Elon Musk, on pourrait installer des caméras partout autour de l'hémisphère, enfin du tropique du Capricorne, du Capricorne sur l'hémisphère sud. Dans notre cas, on a simplement constitué une énorme banque de données d'images du soleil qui correspondent à ces critères de sunny, partly sunny, mostly sunny, à toutes les heures de la journée. On affiche un soleil qui correspond à ça, et ensuite le système fonctionne comme si c'était du temps réel, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il vérifie effectivement qu'il y a un soleil, disons, dans cette image. Donc le soleil rentre à gauche de l'écran, sort à droite, donc on a une petite course du soleil, et puis finalement le sélectionne, si c'est bien le cas. Une fois qu'il l'a sélectionné, il l'affiche sur le dispositif, cet écran infrarouge qui va potentiellement nous afficher un soleil extrêmement abstrait. Il faut bien sûr y croire, entre guillemets, que c'est un soleil et qui va nous permettre de chauffer un peu une place. Alors la particularité en fait du dispositif, là on est passé je dirais de Paris à Lyon, cette image c'était Lyon en plein hiver, justement l'installation initiale, donc amener potentiellement un soleil, je dirais du sud, de l'hémisphère sud dans l'hiver du nord, la nuit du nord qui commence ici à Lyon. Et bien sûr, le système, il est sans fin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit où il fait beau, il y a toujours un endroit où il fait jour, et on peut toujours trouver un soleil pour n'importe quel moment de la journée. Donc si on laisse le système tourner, eh ben, ça va être sans fin potentiellement, pour autant aussi longtemps qu'on a de l'énergie. Donc ça va tourner, il va prendre un soleil, ça va prendre à peu près 10 minutes au soleil pour traverser l'écran. On va avoir comme on peut dire un lever de soleil et un coucher de soleil en 10 minutes, et puis il va en chercher un autre, en afficher un autre, et un autre, et un autre, et un autre, etc., etc. Donc ce que le dispositif crée potentiellement, ici une autre image dans l'installation où le soleil est plutôt en train de se coucher, c'est une forme de jour continu, si on imagine un peu ce que ça peut devenir, un jour continu, mais quand même avec des micro-temporalités comme ça qui durent une dizaine de minutes. Alors pour nous, c'est un peu, je dirais dans notre travail, on apprend aussi en faisant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse bien sûr à interroger un peu l'environnement en créant ces dispositifs, mais après, on se pose aussi la question, comment
potentiellement on va les habiter. Si on habite un rythme climatique qui dure 10 minutes, qu'est-ce que ça va engendrer comme comportement, comme possibilité finalement d'habitation? Je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Dans l'accrochage aussi, à beaucoup d'endroits, ces dispositifs qui sont simplement des sondes un petit peu ou des senseurs climatiques ici, donc on capture les valeurs d'humidité, de température, de lumière, mais aussi de signal Wi-Fi. Donc essayer de capturer des données, je dirais, environnementales qui touchent aussi bien à la dimension physique, quelque part, donc l'environnement climatique, et puis à la dimension immatérielle ou la dimension digitale, la puissance du signal, la connectivité, si on veut bien, d'un lieu. J'avance et je poursuis, et là on avance un petit peu plus loin dans l'espace de cet accrochage, on passe, je dirais, de l'autre côté de l'écran. C'est aussi un petit peu plus tard, puisqu'il fait désormais nuit dans cette salle, et seulement ici la lumière des dispositifs éclaire la salle, avec au premier plan de nouveau l'arrière d'un dispositif lumineux aussi, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, et l'espèce de sculpture ou de pavillon qu'on devine au fond est une autre installation. Alors celle-ci, elle a un peu une double nature, c'est aussi bien une installation et un dispositif qu'on avait créé à l'époque pour en fait c'est une scénographie si vous voulez, pour une pièce de théâtre, donc on peut l'utiliser un peu dans les deux cas, c'est-à-dire soit comme une installation qui a sa propre vie, ou comme un dispositif qu'on contrôle partiellement, dans le cadre un peu plutôt d'un système narratif qui serait celui d'une pièce de théâtre. Alors la particularité de cette pièce, elle a été créée vraiment avec l'idée d'essayer d'objectiver un peu l'état de la surveillance contemporaine. C'était vraiment une pièce qui traitait de ce sujet-là, qui s'appelait Global Surveillance, et c'est un dispositif qui est suréquipé de systèmes de surveillance, dont on essaye de rendre un peu visibles les processus. Alors on voit qu'il y a 3 mâts en fait qui sont équipés de systèmes, de technologies, qui éclairent en fait le lieu que potentiellement elles observent. Ces trois mâts sont équipés de nouveau de systèmes qui observent, on pourrait dire, l'environnement physique, les traditionnelles caméras de surveillance, mais aussi la surveillance sonore, et puis d'autres systèmes qui observent plutôt, je dirais, les systèmes numériques, de nouveau, donc des scanners, par exemple, qui scannent tous les devices qui se trouvent à proximité, et ensuite le système constitue un peu des statistiques, finalement, sur ce qui se passe un peu autour de lui. Donc ces éléments un peu qui constituent la structure, des écrans qui nous permettent d'afficher justement ce que le système est en train d'analyser ou ce qu'il est en train de faire. Et puis donc en fait on a un peu justement différents éléments qui ont été mis en place dans cette structure. Alors là on a de nouveau quitté l'accrochage et on voit plutôt le moment où on établissait un peu la structure, on était en train de la construire à l'EPF Electrical Lab de Renan, avec Christian qui est en train de faire des tests un tout petit peu plus loin. Si je détaille un petit peu le contenu de tout ça, on a donc ces 3 mois, ces 3 caméras qui observent l'espace, c'est ce qui dicte un peu la forme finalement de la pièce. Les cônes de vision des caméras sont matérialisés par les câbles, et les formes qu'on voit au sol sont la projection de finalement simplement l'image que la caméra observe. Donc finalement l'espace observé par des caméras est entièrement matérialisé, même si de manière très fine, par la structure qui constitue l'objet. En plus de ça, donc, on utilisait toujours en trio 3 micros qui analysent l'espace sonore, ça permet de situer un petit peu où sont les sons dans l'espace sonore, et puis donc tout ce qui traitait plutôt des devices et de la puissance du réseau un peu autour du système. Avec donc, on peut dire, une zone évidemment intérieure. C'est jamais pareil de se trouver, par exemple, dans la partie qui est observée par 3 caméras que dans celle qui est observée que par une caméra, ou évidemment de se trouver à l'extérieur un petit peu de la zone. Donc la particularité pour nous de cette installation qu'on appelait Paranoid Shelter, donc abri paranoïaque,
parce qu'il ne fait que observer l'intérieur finalement de sa propre structure, il s'observe un petit peu lui-même, définit un espace lui-même qu'il observe lui-même, était de dire que c'est un abri un peu paradoxal aussi, parce que il protège pas du vent, il protège pas de la pluie, mais par contre c'est totalement différent en termes de spatialité, d'expérience spatiale, de se trouver à l'intérieur de cette structure que de se trouver à l'extérieur, évidemment. Donc ça, c'était un peu peut-être pour la partie plus installative du système. Et comme je disais, le système tient des statistiques, combien de personnes sont entrées, combien de personnes sont sorties de la pièce, perd des personnes en cours de route, il y a souvent moins de personnes qui sont sorties que de personnes qui sont entrées, ce qui laisse aussi entendre que finalement c'est des systèmes qui sont jamais parfaits, qu'on peut aussi les piéger, et c'est ce qu'on apprend un petit peu en se baladant dans cette structure, c'est de voir à quel moment on disparaît de l'analyse du système, et à quel moment on réapparaît finalement dans le système. Et puis donc l'autre partie était je dirais la partie plutôt théâtrale, donc avec cette pièce écrite et réalisée par un théoricien français qui s'appelle Éric Sadin. Et donc on travaillait vraiment essentiellement ici, on utilisait cette structure en tant qu'élément qui allait analyser le comportement plutôt des comédiens ici, et toute la narration de la pièce était ensuite construite à partir des données collectées auprès des comédiens. Donc vraiment une narration un peu, je dirais, temps réel, mais quand même sur l'agrégation de données auprès des comédiens qui jouaient à l'intérieur de cette structure. Donc une deuxième pièce qui traite de nouveau d'une certaine façon de ce désir et cette utopie un peu étrange de collecter l'entier du réel et essayer de le reproduire d'une certaine façon. Je ressors un petit peu de nouveau dans l'accrochage avec ici un nouveau dispositif. On devine qu'il est constitué un peu de différents éléments. Il y a un device qui se trouve tout à gauche, qui est ici éteint, et puis une vidéo ici, alors dans le cas présent c'est une vidéo linéaire, mais ça pourrait être un environnement aussi immersif ici, et un jeu comme ça de décalage un petit peu entre un device qui sert plutôt dans un cadre d'exposition, et puis son déplacement presque dans une réalité parallèle qui devient potentiellement proposition architecturale. Je reviendrai aussi un tout petit peu là-dessus, mais d'abord je m'arrête sur le device lui-même, simplement pour dire qu'on est de nouveau un peu comme le premier device que je vous ai montré, cette installation avec les lumières infrarouges, dans un système lumineux. La différence ici, c'était qu'on essayait avec ce système d'introduire un rythme de jour-nuit qui était basé sur un satellite. C'est-à-dire on prend la vitesse de rotation d'un satellite autour de la Terre. En 90 minutes, un satellite va faire le tour de la Terre, donc il va avoir 45 minutes de jour et 45 minutes de nuit. Ce dispositif reproduit un peu cette variation-là. La lumière passe derrière le système quand elle se trouve grosso modo de l'autre côté de la Terre, si vous voulez, et revient devant quand on repasse dans la partie illuminée du système, ou de la rotation terrestre. Avec la particularité ici aussi qu'on allait chercher la source lumineuse au niveau de l'Antarctique, de nouveau peut-être pour créer des décalages de saison, des décalages de rythme lumineux, parce qu'en hiver, évidemment, dans la partie sud, dans l'Antarctique, il fait jour tout le temps, et en été, pour nous, je veux dire, il fait nuit tout le temps. Donc ça crée un petit peu des rythmes comme ça, décalés, par rapport à notre position ici dans l'hémisphère nord. Et puis donc ce décalage et cette utilisation du device dans une proposition ici un peu plus pérenne d'architecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement d'utiliser deux de ces devices pour créer un rythme un peu décalé comme ça au centre d'une architecture et qui elle-même se mêle au rythme diurne, journalier en fait, du lieu où le pavillon est installé. Petit arrêt encore ici sur une ressource en fait qui est cette fois complètement autre, un travail de Carsten Nicolai sur les moirés. Alors ça se présente vraiment comme une grande étude des motifs moirés,
donc vraiment assez systématique, avec des motifs créés avec des lignes, des motifs créés avec des courbes, des motifs créés avec des systèmes radiaux, ou même de la couleur. Donc vraiment l'idée que voilà, qu'on peut évidemment créer des moirés avec un ensemble de patterns, et cette étude systématique plutôt visuelle de Carsten Nicolai. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que c'est presque une analogie, c'est une manière de décrire finalement l'espace contemporain, et je dirais le mélange qui peut se passer entre le digital et le physique. On a un ensemble de niveaux qui s'additionnent, on peut dire, dans l'espace physique et dans l'espace digital, avec potentiellement ces décalages de temporalité. On vit tout le temps dedans, ces décalages de temporalité, dorénavant. Et plutôt que de parler d'une complexité, nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être d'essayer d'identifier justement ces moirages. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'addition de ces couches et quelles potentielles nouvelles structures combinées, éventuellement simples en elles-mêmes, peuvent ou pourraient émerger de cette combinatoire. Donc vraiment l'idée du moiré comme presque une condition spatiale dans laquelle on habiterait aujourd'hui, qui serait le résultat de cette combinatoire entre digital et physique. Ce qui m'amène à revoir en fait tout cet accrochage dans ces 100 mètres de longueur, avec tous ces rythmes climatiques comme ça qui se perturbent les uns les autres, en créant potentiellement ces situations de moirage. Et d'arriver sur peut-être une dernier device avant d'entrer peut-être un peu plus sur des outils aussi. Projet un peu particulier ici qui se présente sous un ensemble d'écrans. Et puis une lumière aussi qui éclaire cette structure qu'on utilise pour la photographie, et qui est en réalité un climat artificiel aussi, qui s'appelle Deterritorialized Living. La particularité de ce climat, c'est que c'est un climat inversé. On fait un peu l'inverse que dans les autres installations. C'est-à-dire, dans les autres, on analyse des données et puis on en fait quelque chose. Ici, on crée des données. Deterritorialized Living, c'est un climat artificiel dont on crée les flux de données à partir de différents paramètres. Alors, l'intention ici, c'est simplement de renverser, je dirais, le rapport au climat. D'habitude, nos modes d'action dans un climat naturel, c'est qu'on va potentiellement s'éveiller le matin, être actif quand il fait jour, et puis de nouveau s'assoupir quand il fait nuit, sauf si on prend de la chimie ou de l'alcool ou de la musique, plein d'autres choses, disons, mais le rythme naturel serait celui-ci. Ici, on essaie de construire un climat qui serait basé plutôt sur les activités du réseau. Alors, ce qu'on voit, en fait, je vais revenir peut-être sur cette image-là, ça, c'est l'activité globale des réseaux sur cette image durant les dernières, disons, 12-13 heures, comme ça, avec en jaune l'Amérique, en vert l'Europe et l'Afrique, et en bleu l'Asie et l'Australie. Donc, vraiment des zones comme ça, des tranches de la planète, et une intensité simplement de l'activité. Alors le climat, il essaie de retranscrire ça, c'est-à-dire en se basant sur cette activité-là, dire que dans le climat, il va faire plutôt jour, il va faire plutôt chaud, il va y avoir plus ou moins d'oxygène ou de niveau de CO2, etc. En suivant des règles, on peut créer des données. C'est vraiment ce que fait ce système. Donc voilà ici par exemple des paramètres pour l'air, des paramètres pour le détail de ces paramètres avec les variations au cours du temps des différentes molécules. Et puis, ça c'est un détail, mais la capacité d'adresser ces paramètres et de les utiliser pour des installations, et finalement les autres paramètres, la lumière qui évolue aussi avec une information sur les lumens, et puis sur l'infrarouge et l'ultraviolet, et puis la temporalité aussi qui évolue dans ce climat. C'est ce fameux climat dont je vous parlais, ou cette horloge dont je vous parlais tout au début, où on est en fait dans un rythme, une journée qui n'arrive jamais vraiment à commencer, jamais vraiment à s'arrêter, parce que si on considère l'activité des réseaux, eh bien évidemment, ils sont tout le temps actifs, ils sont tout le temps plus ou moins actifs, mais jamais de moment de pause, on est dans une espèce de présent continu qui se déroule un petit peu voilà, de cette manière-là. Point suivant, et peut-être Christian, je te laisse un peu peut-être reprendre, je peux bouger les slides si tu veux, mais en fait ce détail un petit peu peut-être sur les outils et les éléments de captation qu'on a mis en place dans le projet d'exposition.
Donc derrière un petit peu tous les projets qu'on a pu voir, en fait, va se cacher une sorte de colonne vertébrale informationnelle qui va être commune à tous les projets. Donc on peut distinguer des projets qui vont consommer de l'information. Donc c'est typiquement Perpetual Tropical Sunshine, le premier projet qu'on a pu voir. Lui va aller chercher toutes les informations météorologiques dont il a besoin pour créer son soleil artificiel. On va avoir des projets qui vont plutôt produire de l'information, donc typiquement ce genre de device qui va être posé à un endroit et qui va être capable de collecter un certain nombre de données à un endroit donné. Et puis on va avoir des projets qui vont consommer et produire de l'information, donc c'est typiquement le cas de Deterritorialized Living, le dernier projet qu'on vient de voir, qui lui va récupérer donc cette information concernant l'activité sur Internet et va en créer un climat en proposant une composition d'atmosphère, une lumière et une temporalité différentes. Donc de là vient assez facilement l'idée d'avoir quelque part un système pour fédérer toutes ces informations, donc qu'on soit là, que le projet soit là pour les consommer ou bien qu'il soit là pour les produire. Donc de là est arrivée l'idée d'un projet qu'on a nommé Data Dropper, donc qui serait quelque part cet endroit où toutes les informations pourraient être fédérées, donc on pourrait enregistrer des informations dans ce système, on pourrait extraire des informations de ce système de différentes manières, on va voir, suivant différentes dimensions. Donc c'est l'idée derrière Data Dropper. Et puis, au-delà du fait que ça serve effectivement à nos propres projets, on a aussi ouvert cette plateforme. Donc tout à chacun peut utiliser cette plateforme pour y déposer des données et les récupérer. L'idée étant que tout ça reste effectivement open, donc tout est partagé, il n'y a aucun risque d'utilisation entre guillemets frauduleuse des données. Donc tout le site est construit autour du côté communautaire en fait des données qu'on va pouvoir y déposer. Donc basiquement, Data Dropper est un endroit où on peut voir Data Dropper comme un ensemble de flux en fait. Chaque flux étant associé à une donnée, à une information qu'on va pouvoir donc nourrir. Donc typiquement l'exemple classique, c'est qu'on va avoir un capteur de température qui va être déposé quelque part et qui va pouvoir envoyer voilà la température à cet endroit toutes les 10-15 minutes. Elle va pouvoir être enregistrée dans un Data Dropper et donc de la sorte être récupérée à travers Data Dropper, donc de manière fédérée, de manière standard, sans avoir à aller chercher les données à droite ou à gauche en fonction du device ou bien de qui fournit la donnée. Donc c'est l'action qu'on a ici appelée drop-off et pick-up, donc qui permettent d'envoyer des données et de les récupérer. Donc tout en gardant en tête que ces données vont être évidemment disponibles à tous, en plus d'être disponibles à votre projet ou au projet concerné, quoi. Donc là évidemment l'interface qu'on voit ici actuellement c'est juste le site web Data Dropper dédié aux humains, mais évidemment derrière il y a tout un système d'interface qui permet, à travers la programmation, d'accéder à ces données, de nourrir la Data Dropper et de récupérer ces données. Donc toujours, ouais, un petit écran, je ne sais pas si Patrick, tu veux dire quelque chose là-dessus, toujours dans le côté communautaire du site, que toutes ces données sont là, ouvertes et non utilisées à des fins frauduleuses. C'est-à-dire que le principe est effectivement... Ouais. Sachant qu'évidemment, il y avait des systèmes à peu près similaires qui existaient quand on a commencé à lancer ce site de fédération d'information. Mais à chaque fois, il y a beaucoup de problèmes. Donc, quelque chose qui était déclaré open data, qui était ouvert à tous, devenait privé, était racheté, etc. Les données étaient utilisées à d'autres fins et étaient potentiellement hostées, hébergées dans des pays avec des lois différentes. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même allé jusqu'au bout de la démarche et créer notre propre système, quoi. Donc le logo officiel de Data Dropper, donc que vous pouvez mettre éventuellement sur vos projets si jamais vous utilisez la plateforme à terme. Alors voilà exactement à quoi peut ressembler donc un flux de données qui va constituer l'espèce d'espace de données, le data space qui va se cacher derrière Data Dropper. Donc voilà, typiquement ce que je disais tout à l'heure, une valeur qui va être créée. Lors de la création de la valeur, vous pouvez ajouter des mots-clés, vous pouvez définir une unité, définir une location géographique qui va permettre, donc à travers le moteur de recherche de Data Dropper, de retrouver certaines données. Donc soit géographiquement, alors je veux toutes les données disponibles à cet endroit, soit je veux savoir où est-ce qu'il fait 14 degrés en ce moment, ou bien quelle est la température à 14h15 quelle que soit la location. Donc on a différents points d'entrée dans Data Dropper qui permettent comme ça de faire des coupes dans l'espace qui se cache derrière Data Dropper pour extraire un subset de données suivant des critères qui peuvent être plus ou moins
créatif ou plus ou moins pragmatique. Donc là, on a quelques exemples de données dont l'abscisse est le temps. Donc, comme j'ai pu le dire, les données sont injectées dans le système et donc elles peuvent être récupérées de différentes manières, pas forcément récupérer simplement la dernière valeur. C'est pas forcément ça qui nous intéresse. Donc un autre type, voilà, la luminosité. Ici, donc ces données-là, typiquement, étaient des données issues de projets de captation. Donc là, c'est complètement direct. On a un système qui capte des données, il les injecte dans Datadropper et elles sont disponibles pour exploitation si nécessaire. Et puis là, typiquement, donc la représentation est exactement la même, mais c'est la donnée produite par Deterritorialize. Donc cette application qui propose entre autres une atmosphère particulière. Ici, on trouve le flux qui a été calculé par l'installation, par le projet. Et donc, à qui veut bien éventuellement essayer l'atmosphère proposée par le système, va récupérer dans Datadropper donc les composants d'oxygène, d'argon, d'azote, etc., tout ce qui compose l'oxygène, d'une certaine manière, de manière standard dans l'oxygène terrestre, mais de manière variante dans l'atmosphère Deterritorialized. Et de là, éventuellement, vous pouvez vous amuser à refaire ce mélange gazeux dans un espace confiné et puis y mettre des gens et voir comment ils supportent ou pas trop notre atmosphère complètement artificielle. Donc voilà, là c'est un exemple de données qui ont été produites, qui sont introduites dans Datadropper et qui sont disponibles à exploitation. Et donc on peut avoir des données plus ou moins cryptiques, plus ou moins directes à l'utilisation. Et donc voilà, je retombe sur le système de captation qu'on a vu au début, donc qui permet effectivement de récupérer un certain nombre de données à un endroit donné. Donc il y avait des systèmes de ce type-là dans tout l'espace d'exposition qu'on a pu évoquer au tout début de la présentation. Donc ces systèmes de captation vont évidemment nourrir Datadropper, donc tout ce qui mesure vont être envoyé dans Datadropper. Et là, je vais vous parler d'une application qui va utiliser directement ces données, donc qui va permettre à cette application d'avoir une espèce d'image, d'échantillonnage de l'espace dans lequel elle est censée travailler. Donc l'application s'appelle, donc c'est quelque chose de assez orienté recherche, hein, elle s'appelle Atomized Functioning. L'idée étant qu'elle a à sa disposition un certain nombre d'éléments de mobilier basique, atomique, donc genre des chaises, des bureaux, etc. Chaque élément ayant potentiellement une fonctionnalité. Voilà, un bureau c'est pour travailler, une chaise c'est pour se reposer, etc. Ça c'est une partie de son entrée. L'autre partie, ça va être effectivement la lecture de l'environnement qu'elle aura à travers les capteurs qu'elle va pouvoir récupérer sur Datadropper. Donc là, typiquement sur cette image-là, on a le spectre Wi-Fi dans tout l'espace. Donc on devine très facilement, par exemple, que la source est au centre de l'espace et puis que sa diffusion est plus ou moins aisée en fonction des obstacles, des murs et autres éléments du bâtiment. Et puis l'application avec tout ça va en fait proposer une sorte d'aménagement dans cet espace en utilisant les atomes de mobilier qu'on lui a donnés, en suivant des règles plus ou moins intelligentes, en plus des données qui lui permettent d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'environnement. Donc là on voit un exemple de début d'itération de l'application. Donc elle a pris ses données chez Datadropper, elle regarde un petit peu ce qu'elle a comme élément de mobilier à dispatcher en fonction des données qu'elle peut lire, et elle va commencer à remplir l'espace. Donc là, l'idée, on est bien d'accord, c'est pas de faire un espace qui est humainement accessible. On cherche à avoir des propositions qu'on n'aurait pas faites en tant qu'humain. Donc c'est plus, on donne un petit peu la main à l'algorithme et on regarde ce qui nous sort avec toutes ces données que nous, on n'aurait pas pu de toute façon interpréter aussi vite. Et puis, comme ça, le système va pouvoir faire des itérations. Donc, à chaque fois, il va remplir plus ou moins l'espace. Il va spécialiser des zones de l'espace en fonction des nodes qu'il va y mettre. Donc, il y aura peut-être des zones bureaux, spécifiquement là où il y a du Wi-Fi, par exemple. Il y aura des zones de repos, là où il fait plus ou moins frais, etc., quoi. Et puis, comme ça, le système va tourner encore et encore. Il va faire des centaines et des centaines de propositions tout au long de la journée. Donc là, on revoit le spectre Wi-Fi sur tout l'espace d'exposition, donc tiré de Datadropper toujours. Et puis là, on voit le premier step d'itération. Donc on part l'espace d'exposition est complètement vide. Commence à apparaître quelques-uns de ces atomes dont je vous ai parlé. Donc chacun représente un siège. On voit les capteurs avec les petits totems noirs sont les capteurs de données qui, eux, vont nourrir le système. Un autre exemple de map possible avec donc la captation de données ici, c'est la température sur l'espace.
Donc, il faut savoir que l'exposition avait lieu plus ou moins la nuit, et ça a eu lieu en début d'année, donc il faisait assez frais. Donc, on voit que la température ici varie. On n'est absolument pas dans le contexte d'un environnement confiné où la température est constante partout. Donc, ce qui donne encore au système encore plus de contraste à exploiter. Et puis là, donc voilà, on voit que petit à petit, l'espace va se densifier au fur et à mesure où les atomes à disposition vont s'ajouter, et la spécialisation des données dans l'espace. Un autre type de datascape issu de Datadropper, donc basé sur l'humidité. Et puis là, voilà, encore un autre step d'itération de l'application, et tout ça va se densifier petit à petit. Et puis, quand on arrive à un état stable, il va repartir de zéro avec les nouvelles données qu'il aura récupérées de Datadropper. Un autre datascape basé sur la luminosité, toujours qui sert de source à Atomized Functioning. Mais je vais peut-être laisser maintenant Patrick un petit peu faire... de wrap-up. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, en fait. 5 minutes. Ouais. 5 minutes? Ok. Alors, je vais un peu conclure là-dessus. C'est vrai, donc, pour simplement parler encore rapidement de ce projet, l'idée, c'est de constituer finalement, à partir de tous les éléments qu'on a évoqués, trouver des règles qui nous permettent finalement d'explorer ce territoire un peu hybride qu'on a essayé de décrire. Et si je reviens par exemple ici sur cette carte-là, finalement ce gros trou d'humidité qu'on a au milieu de tout l'espace qu'on avait investigué, il est produit par l'installation que j'ai décrite tout au début, c'est-à-dire ce grand soleil constitué de bulbes infrarouges, finalement assèche l'espace, et on se trouve vraiment très concrètement là dans un hybride finalement entre un espace, je dirais, déterminé par des conditions naturelles et un autre par des conditions artificielles, et en l'occurrence ici cette espèce de soleil importé. Une référence, mais j'en parlerai pas plus que ça, Jared Diamond qui est ethnologue, ou je me rappelle plus maintenant, bioethnologue, je crois, sa définition, qui a étudié en fait toute l'histoire de l'humanité simplement sous un regard géographique et physiologique. Essayer d'expliquer quelles conditions préalables au niveau physiologique, au niveau météorologique et au niveau géographique ont permis le développement tel qu'on le connaît aujourd'hui dans différents continents, et pourquoi, par exemple, je dirais la situation méditerranéenne était un moment préférable pour conserver les graines pendant l'hiver, pouvoir établir un peu finalement des débuts de cités qui pouvaient rester au même endroit. Bref, une analyse comme ça intéressante entre des conditions climatiques et des constitutions un peu de société, ce qui sont évidemment des questions qui nous intéressent finalement aussi dans ce type de projet, d'interroger des conditions qui sont ce mélange de conditions digitales et physiques, et d'essayer de proposer finalement une lecture et une proposition de début, d'amorce d'architectural ou de fonctionnement à l'intérieur de ces climats. Donc ici avec différentes densités, toujours dans ce même projet. Et je conclurai ici simplement avec un dernier projet qui finalement utilise les mêmes préceptes pour interroger une condition assez classique de l'architecture, qui serait celle de la constitution d'une enveloppe, d'un bâtiment, de quelque chose d'un peu plus pérenne, en utilisant un peu la même logique. Donc finalement, ce projet était à l'origine de celui qu'on vient de montrer, et à sa poursuite, parce qu'on a utilisé les mêmes idées autour d'un programme architectural, en atomisant de nouveau ces éléments, c'est-à-dire trouver des entités un peu d'occupation d'espace avec leur petit volume, leurs plaques grises qui les entourent, c'est l'espace dont elles ont besoin. Et puis finalement, en segmentant un programme architectural, donc ce qu'on a en haut, c'est un programme assez classique d'un concours. On vous dit, ben voilà, j'ai besoin de telle surface pour telle fonction, telle autre pour telle fonction, etc. Ce sont ces couleurs qu'on a dans le schéma du haut, qu'on a complètement réorganisé en bas selon des paramètres qui sont pas forcément des paramètres directement fonctionnels sur des températures, de dire ben, à 18 degrés,
On peut très bien faire du sport, on peut très bien aller aux toilettes, par exemple. À 21 degrés, on va peut-être plutôt avoir des espaces de travail ou des espaces de café, des endroits où on est perpétuellement dans un climat printanier. Et à 26 degrés, on va trouver des jardins tropicaux, on va trouver un sauna, on va trouver des endroits où on va se déshabiller, etc. Donc, resegmenter un petit peu tout le programme architectural de cette manière-là. Et puis ensuite, essayer de l'organiser autour de 3 zones climatiques et puis d'aller vers une espèce de proposition comme ça de volume. Alors si je rentre dans le détail, en fait, au niveau du projet, qui était un concours d'architecture, ces 3 climats, ils sont matérialisés par ces 3 éléments qui sont des très très gros éléments qu'on appelle des patios artificiels, parce que c'est des patios qui sont fermés, qui sont climatiquement conditionnés et qui essayent de maintenir en permanence un climat type. Le blanc, c'est les 18 degrés, le gris, c'est le 21 degrés, et le noir, c'est les 26 degrés. Chacun jouant aussi sur l'idée de l'albédo, c'est-à-dire que si on éclaire ces surfaces avec la lumière naturelle, bah le blanc va réfléchir la lumière, le noir va l'absorber, donc va amplifier finalement ce phénomène de distorsion climatique. À l'intérieur de ces climats, des devices, ou de ces patios des devices, ici en l'occurrence aussi des grands systèmes lumineux. Le 18 degrés, ce sont des lumières ultraviolettes froides, le 21 degrés de la lumière du jour blanche, et le 26 degrés de l'infrarouge rouge. Et donc tout ça constitue le départ un petit peu de ce système, avec ces patios qui sont potentiellement des choses telles qu'on les a vues tout à l'heure, des devices connectés qui vont récupérer de l'information quelque part, la reproduire, etc. Et puis on commence à répartir de façon là aussi quasi gazeuse un ensemble de fonctions comme ça autour de ces patios, selon les mêmes règles qu'on a établies tout à l'heure, qui constituent petit à petit un paysage finalement très très ouvert, et c'est peut-être ce type d'image qui nous intéresse aussi, ce côté complètement finalement ouvert et gazeux d'une architecture où on pourrait se déplacer, aller chercher la situation propice peut-être pour le moment propice, au même titre que par exemple si vous êtes dans une forêt avec une clairière un après-midi, votre relation à cet espace-là va être que vous allez vous déplacer. Si vous avez besoin d'avoir chaud, vous allez vous mettre au soleil dans la clairière. S'il fait trop chaud, vous allez vous mettre sous un arbre à l'ombre. L'architecture, finalement, et même une architecture digitale et extrêmement technologique, pourrait avoir le même type de relation assez première, finalement, par rapport aux conditions qu'elle crée. On migre à l'intérieur d'une structure. Néanmoins, ici, on a continué le jeu de constituer des enveloppes autour de cet élément gazeux. Donc, de nouveau, avec ces 3 plaques, la plaque blanche, les 18 degrés, les plaques grises, les 21, et les noires, les 26 degrés, comme si on avait étiré une pâte à pizza ou une pâte à gâteau qui commence à faire des trous et constituer un peu 3 enveloppes dissociées. Et puis donc, on arrive un peu vers ces propositions un peu formelles, finalement, de quelque chose qui pourrait, selon la même logique qu'on a essayé d'aborder jusqu'ici, devenir un peu une forme architecturale plus pérenne. Donc ici, la forme gazeuse. Et puis, quand on commence à l'enrober d'enveloppes et d'éléments, évidemment, on retombe peut-être dans quelque chose qui correspond plus à l'image qu'on se fait de l'architecture. De nouveau, ici, avec une dimension un peu expérimentale dans le travail. Des surfaces quand même complètement ouvertes, avec des jeux simplement de niveau, potentiellement aucune cloison, où on se retrouve éventuellement avec les toilettes au milieu de la chambre à coucher, ou le bureau à côté d'une cuisine, etc., etc. C'est cette idée de finalement collisionner l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est très très structuré et hérité finalement d'une situation moderne ou industrielle, dire on a la cuisine, l'endroit, la chambre à coucher, etc. Donc de remélanger tout ça et voir finalement dans les conditions moirées de l'espace contemporain, qu'est-ce que ça propose comme nouveau type d'agencement. Le patio, l'intérieur du patio ici, donc le patio cette fois en lumière ultraviolette, et puis finalement quelques images extérieures pour terminer le projet. Et idem, on peut imaginer la même lecture par rapport à un territoire ou par rapport à un paysage et commencer à proposer des occupations aussi de ce territoire. Voilà, on va terminer ici. Je laisse cette référence sans l'expliquer, la créolisation.
qui est voilà, quelque chose d'assez important pour nous, cette idée des métissages un peu spatiaux, qui est un projet qu'on poursuit dans notre travail. Merci beaucoup. On va peut-être prendre juste une question ou deux. Sur votre soleil artificiel, donc avec la rotation de la Terre, en fait, le soleil se déplace de manière apparente d'est en ouest, mais si on est dans l'hémisphère nord, le soleil est au sud. Exactement. De gauche à droite, par contre, au sud, c'est le contraire. C'est une question qu'on s'est posée. Exactement. Vous n'avez pas tenu compte sur l'écran ou c'est intentionnel? Pardon? Alors sur votre écran, c'était intentionnel ou bien vous n'avez pas tenu compte? Alors, on a eu beaucoup de débats quand on a fait le projet là-dessus, se dire, bon, alors il va dans quel sens le soleil quand on est l'hémisphère sud? Nous-mêmes, on a dû le filmer dans l'hémisphère nord, parce que toutes les images, toute notre banque de données, elle est constituée de soleil dans l'hémisphère nord. Et puis après, évidemment, alors le scientifique à côté de moi disait, mais ça dépend d'où on regarde. Évidemment, si on se met face au soleil, il va tourner dans l'autre sens. On a fait le choix ici de pas intervertir nos images en réalité, parce que voilà, c'était celle qu'on avait. On aurait pu en fait faire une symétrie dans les images pour avoir effectivement ce chemin-là, mais on l'a pas fait. Mais la remarque est juste, parce que depuis j'ai eu l'occasion d'aller dans l'hémisphère sud, j'étais pas allé avant, et effectivement, le soleil se lève à droite et se couche à gauche. D'autres considérations astronomiques? Moi, j'ai une question qui est plus, on va dire, personnelle par rapport au métier d'architecte. Dans votre processus là, de mettre l'activité ou l'environnement au centre, et puis ensuite de dessiner entre guillemets le bâtiment autour, est-ce que ça vous provoque aussi une remise en cause personnelle dans votre processus de création? Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps, ça ne vous chatouille pas de dire oui, mais bon, là, j'aimerais quand même mettre ma patte, ou non, est-ce que les données sont le plus importantes que ma personne, mon œuvre? Bah, disons, alors c'est vrai que comme on a dit, c'est un travail assez exploratoire et limite un travail de recherche, en tout cas pour le travail qu'on mène avec Fabrique. Je pense que quelque part, c'est pas direct, c'est-à-dire il n'y a pas des données puis elles génèrent une forme. Et ça, c'est vrai pour tous les travaux, même l'intelligence artificielle, elle a l'intelligence qu'on veut bien entre guillemets y mettre. Elle a la manière aussi finalement dont on essaie d'aborder cette question des données, aussi bien de la création de données vraies ou artificielles, et puis ensuite les règles qu'on essaie d'exploiter pour traduire des spatialités, finalement, ça, c'est pour nous une proposition architecturale. Et ça se trouve quelque part dans les règles, quoi, entre guillemets, notre proposition, avec cette idée que voilà, les choses se réagencent, elles s'agglutinent quelque part, elles créent un peu comme des petits noyaux, finalement comme de la poussière dans un nuage, qui agglutinent un peu autour d'elles des particules d'eau ou de glace. Donc c'est d'explorer finalement ces réagencements-là, et d'imaginer qu'on migre un petit peu à l'intérieur d'une structure assez ouverte. Ça, ce serait un peu notre proposition, quelque part, architecturale. Donc l'intention n'est pas tout d'un coup de dire « Ah ben ouais, ok, ça c'est cool, puis maintenant on va tracer des lignes où on va générer de la forme avec d'autres algorithmes, etc. » quoi. Merci. Merci à vous. Donc on va passer à la suite de notre programme. Ok, bonjour. Ok, donc moi je vais vous parler un petit peu de mon travail en volume, c'est-à-dire, bon, évidemment, je suis chorégraphe, donc je suis un habitué de la 3D, disons la vraie 3D, celle qu'on vit en ce moment. Mais j'ai toujours eu envie un petit peu d'aller un petit peu plus loin, de diffuser aussi autrement la danse. La danse a cette particularité qu'elle demande la présence physique du corps en face du corps des spectateurs. C'est un moment on partage le même espace-temps, en fait, un petit peu comme dans la situation dans laquelle on est maintenant. On est en temps réel, c'est-à-dire que performeurs et spectateurs, on va tous ressortir quelques heures plus vieux de cette salle. Donc on aura passé vraiment un temps ensemble. Donc c'est cette coordination, disons, du corps des spectateurs et du corps des danseurs sur la scène, qui est la magie de la danse contemporaine, et c'est ça sa beauté, mais c'est aussi une contrainte.
puisqu'évidemment, on doit convoquer, disons, tous ces corps ensemble dans le même espace. Donc, évidemment, le film m'a intéressé. On est dans un festival de cinéma. En tant que danseur, j'aurais voulu faire des films aussi. Mais pour moi, faire un film sur une de mes pièces, c'était difficile parce qu'il me semble que le cinéma est vraiment un langage différent et qu'il y a un regard et qu'il y a disons, une connaissance spécifique pour pouvoir illustrer, filmer de la danse. Donc le seul film finalement de danse que j'ai, c'est un film de Möbius Strip justement, qui était réalisé par Vincent Plus, et qui est un réalisateur suisse. Et lui, je lui ai vraiment laissé avoir son regard sur mon travail. Intéressé par l'image toujours, mais avec la difficulté de me jeter en fait dans la piscine de réaliser un film créé spécifiquement pour la danse. Quand j'ai vu le film de Wim Wenders Spina, j'ai été fasciné en fait surtout par la première séquence, peut-être si vous l'avez vu, surtout en 3D. La première séquence où il y a le Sacre du Printemps est presque en intégralité, en tout cas pendant bien 20 minutes. Et là, on se rend vraiment compte tout d'un coup, de mon point de vue, du potentiel de la stéréoscopie pour représenter la danse. C'est-à-dire que tout ce qu'on perd un petit peu à l'image, c'est-à-dire le volume des corps, l'espace entre les corps, qui est finalement notre langage, on le retrouve dans la 3D. C'est-à-dire que quand on filme et on représente de la danse en 3D, on se retrouve dans une situation qui ressemble finalement à celle qu'on retrouve sur une scène, c'est-à-dire que certains mouvements, certains déplacements dans l'espace qui sont finalement impossibles ou surtout inintéressants au cinéma 2D deviennent intéressants en 3D. Donc pour moi, c'était l'impulsion de me dire, ah ben tiens, la technologie devient accessible, c'est faisable, c'est possible de produire un film en 3D. C'était beaucoup plus compliqué il y a une vingtaine d'années, même une dizaine d'années. La digitalisation, en fait, permet de s'y attaquer. Et ça m'a particulièrement intéressé, donc je me suis lancé. Ça m'a pris 5 ans pour arriver au bout de la réalisation du film, principalement pour des questions financières, puisque c'était très difficile de se faire soutenir par le cinéma. Mais enfin, finalement, j'ai quand même réussi à trouver quelques sous pour faire mon film, voilà, qui s'appelle donc Womb, un film en 3D. Alors je pense que peut-être le mieux c'est que je vous montre peut-être un petit extrait en 2D malheureusement. Voilà, vraiment un trailer pour vous donner envie de demander à votre programmeur local d'inviter ce film et de le présenter à Neuchâtel. On a la chance ici d'avoir Susanna Panades qui a dansé dans le film, et Spock qui a fait le son, neuchâtelois bien célèbre. Et ils ont fait un travail magnifique avec la musique de Franz Streichler. On lui rend pas du tout hommage ici avec cette diffusion en stéréo. Un son 5 points fantastique. Et une musique de Franz Streichler. Vous avez peut-être reconnu aussi les décors de Sylvie Fleury, qui est bien connue ici aussi au NIF, puis je crois qu'elle a fait partie du jury au moins une fois. Voilà, donc je vais vous parler comme ça un peu rapidement du processus de création de Womb. Donc d'abord, il a fallu un petit peu comprendre qu'est-ce que c'est que cette 3D et comment, quelles sont les limites, quelles sont les conditions, quelle est la spécificité. On a commencé par faire un petit peu de modélisation. On a fait un atelier de quelques jours chez les frères Guillaume, que vous connaissez peut-être aussi ici, qui sont des animateurs suisses basés à Fribourg. C'est des frères, des jumeaux. C'est pour ça qu'on les appelle les frères Guillaume. Et eux sont un petit peu les experts, disons, de la stéréoscopie. Et puis, ils ont une approche qui est, à mon avis, la bonne approche. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise approche et des gens qui ont une bonne approche. C'est comme
la religion, il y a les catholiques et les protestants. C'est le même Dieu, mais ils ont des différences. Voilà. Donc, par exemple, une des choses, donc une des questions qu'on s'est posées, c'est, enfin, que j'ai tout de suite, je me suis tout de suite rendu compte, c'est cette question du hors-champ. Hein. Donc, quand on filme en 3D, théoriquement, il n'y a pas de hors-champ. Donc, en fait, on se simplifie beaucoup les choses quand on filme un cadre. C'est-à-dire quand on filme un objet réel, et une chose qui passe derrière un objet réel disparaît vraiment. Quand on sort du champ, en fait, on est derrière une fenêtre et théoriquement, on pourrait faire ça pour voir ce qui se passe. Évidemment, c'est pas possible puisque l'image reste placée sur nos propres yeux. Donc, on a cette vision un petit peu scotchée à l'écran, un regard extrêmement subjectif puisque vraiment, c'est ce triangle. On voit ici, bon, normalement c'est en 3D, mais c'est pas nécessaire. On a la position du spectateur, et puis en fait, vraiment, c'est un triangle qui part de nos yeux en direction de l'écran. Donc tout ce qu'on va voir, évidemment, tout ce qui va flotter et venir vers notre regard doit rester à l'intérieur de ce triangle qui vient vers nos yeux. Donc, je suis parti du principe, dans cette idée de filmer le cadre, je suis parti de ces anciens, ça c'est le Petit Théâtre de la Reine à Versailles, c'est un vieux théâtre Renaissance, et en fait, ils ont à l'époque, comme ils n'avaient pas beaucoup de lumière, ils éclairaient à la bougie, ils ne pouvaient pas avoir des scènes très profondes. Donc, en fait, ils faisaient de la perspective augmentée pour recréer de la profondeur. Et puis ce théâtre est magnifique d'ailleurs, moi je l'ai pas vu en vrai, mais il y a des changements de décor à vue, en fait, des panneaux des grosses machineries, et c'est des panneaux qui se glissent et qui se changent, donc on passe d'un salon à une cuisine ou à une forêt, par exemple. Donc oui, parce que j'avais cette idée en fait de ce triangle qui part dans un sens, donc le regard qui part dans un sens, et puis la scène qui part dans l'autre sens. Donc un espèce de double triangle qui se déroule en fait avec la caméra qui recule. Donc là, c'est d'autres dessins. Autre chose qui m'a aussi influencé, c'est ce film de Scorsese qui s'appelle Hugo Cabret. Très beau film d'ailleurs en 3D aussi, un peu pour les enfants, mais avec de très très belles séquences à la fin. On voit Méliès lui-même, enfin joué par un acteur, mais qui filme dans son studio en 3D. Donc on voit Méliès en 3D filmé en 2D, c'est assez beau. Mais surtout, c'est intéressant de voir comment Méliès utilisait justement ces mouvements de décor. Méliès, il ne savait pas bouger la caméra. On ne savait pas bouger la caméra, on pensait qu'on pouvait bouger le décor. Et Méliès était quelqu'un qui venait de la magie d'ailleurs et du théâtre. Donc en fait, il a trouvé des solutions théâtrales à des questions cinématographiques, aussi sur toutes les questions de machinerie et autres. On dit que c'est le premier qui a inventé les effets spéciaux. C'est peut-être un des premiers aussi créateur vraiment, et je pense qu'aussi il avait quelque chose de, j'y reviendrai plus tard quand on parlera de la VR, mais je pense que quand Méliès faisait ses films, il devait savoir que peut-être la moitié, peut-être même plus de la salle n'avait jamais vu d'image animée. Donc il était vraiment tout au début du cinéma, donc il faisait découvrir et la technologie et une œuvre, contrairement aux frères Lumière qui eux ne faisaient que de la démonstration technologique. C'était pas des artistes ou des cinéastes. D'ailleurs, le cinéma n'existait pas. Donc on a fait, pour arriver au bout de ce projet, on a fait quand même pas mal d'essais. Moi, en tant que chorégraphe, je voulais être confiant déjà de savoir si j'étais capable de diriger une équipe. Alors, je dirige des équipes sur des plateaux, il n'y a pas de problème, mais je ne savais pas trop comment ça se passera en cinéma. Donc, je me suis dit, bon, on va faire des tests, une dizaine de jours. Et durant ces tests qu'on a fait à Lausanne, on a construit une version 1.1 du décor. Et j'ai dirigé tout ce beau monde pour voir si ça fonctionnait. Et en fait, ça allait très bien. Enfin, j'étais très à l'aise. En fait, c'est assez similaire un tournage et un montage scénique, surtout quand on est dans un décor. Hein. Il y a peu de films d'ailleurs en Suisse apparemment qui se tournent dans des décors. Là, c'est vraiment intégralement fait en studio. Voilà, donc là, on voit l'équipe au travail. Patrick Trèche qui a fait la photographie que vous devez connaître aussi. Ici, par exemple, donc bon, vous savez qu'en séroscopie, on a deux positions. Hein, on a le gushing effect, c'est-à-dire ce qui sort de l'écran vers vous, c'est ces trucs qu'on vous balance dans la figure, et puis ce qui va à l'intérieur de l'écran. Donc tout ça, on gère avec ce qu'on appelle
le screen plane, le plan écran, qui définit, on décide au tournage, on peut modifier par la suite, mais c'est surtout au tournage qu'on décide si on veut qu'une image, si je sors de l'écran vers vous, aussi au contraire, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc moi, je voulais que Susanna fasse une scène où elle est vraiment projetée devant l'écran, c'est-à-dire qu'elle se retrouve finalement à peu près réellement à cet endroit-là. Donc j'ai pris la question de manière assez littérale en disant on va vraiment la filmer vraiment devant un vrai écran. Et si vous remarquez, le triangle, c'est en fait la position de la caméra. Donc une caméra, elle filme en triangle comme ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené le bas du triangle pour que ça fasse un plat. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas filmer le sol. Donc vous voyez ici qu'on ne voit pas le sol. Donc elle est sur un sol qu'on ne voit pas. Hein. Donc en fait, ça marche plus ou moins. Et on a vraiment cette sensation qu'elle flotte. Alors là, on voit comment on a fait ça. C'était pendant les essais. Donc on a testé tout ça, on s'est rendu compte que ça marchait et puis on y allait au moment du tournage. Là je vous montre quelques images du développement, donc plutôt l'aspect aussi décor avec les premières propositions de Sylvie et les essais qu'on a pu faire et puis ce que ça donne ensuite au final. Ici pareil pour une scène qui s'appelle le salon où il y a différents éléments et ensuite voilà ce que ça peut donner au final. Et ici, cette scène de la fin, où on a un petit peu ce même type de question qu'avec cette projection de Susanna, mais cette fois, ils sont assis sur le bord de l'écran. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils sont comme assis au bord de l'écran du cinéma. Donc quand ils regardent comme ça, comme si leurs jambes, en fait, pendaient ici, quoi. Donc le truc, c'est qu'on a filmé une bande noire et puis ils sont assis sur cette bande noire, aussi avec une caméra qui est placée de manière très face, et voilà ce que ça donne. Pour moi, dans la stéréo, le mouvement de la caméra était très important. Patrick Tresch a même dit qu'il n'avait jamais travaillé avec un réalisateur aussi exigeant sur les mouvements de caméra. Je le dis parce qu'il l'a dit en public, alors je peux le répéter. Effectivement, je lui ai bien pris la tête. Et effectivement, je savais exactement ce que je voulais. Mais pour moi, le mouvement de caméra faisait totalement partie de l'espace de la danse, puisqu'on est dans un espace stéréoscopique, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre qui bouge, c'est un volume. En fait, c'est une fenêtre qui se déplace devant un volume, quoi, en gros. Donc, évidemment, tout est organisé en fonction... mais avec tout ce côté un petit peu spécifique de la 3D, ou avec ce hors-champ qui n'existerait pas. Il y a des débats à ce sujet. Mais enfin, en tous les cas, on se retrouve quand même coincé avec une technologie qui date d'avant la photo d'ailleurs, donc qui est plus ancienne que la photo et bien plus ancienne que le cinéma, c'est ça la stéréoscopie. Et le problème de cette technologie, c'est qu'on n'a que ce regard. C'est-à-dire que si je bouge, l'image bouge avec moi. D'ailleurs, si vous remarquez dans les films en 3D, les gens sont un peu comme ça, parce que dès qu'on bouge, ça fait des trucs bizarres, quoi. Donc en fait, voilà, c'est peut-être pas la bonne technologie, et c'est peut-être ça le problème, on en parlait hier au repas, de la 3D, peut-être que la 3D tombe aussi, ne marche pas si bien que ça, parce qu'elle a tellement de contraintes, qu'elle marche très bien pour des films très spécifiques. Particulièrement en ce qui me concerne, le film de Gaspard Noé, j'ai vu Climax hier. Mais Love, par exemple, qui a été primé ici, je compte en tout cas présenté ici en 3D, un film magnifique, et ça marche très très bien pour la 3D, puisqu'il y a beaucoup de scènes de sexe, donc beaucoup de corps, et donc les corps, le volume des corps fonctionne très bien pour la 3D. Ensuite, je me suis intéressé à l'image, à la capture de mouvement. Pendant que j'étais en train de faire ce film qui m'a duré 5 ans, donc j'ai eu le temps de faire d'autres choses entre-temps, j'ai entendu parler de ce studio qui s'appelle Artanim à Genève, qui est un studio spécialisé dans la capture de mouvement, médical, mais aussi d'autres choses. Et ils sont vraiment en grand mouvement maintenant vers la production de contenu pour la réalité virtuelle. Donc, j'ai visité leurs locaux, j'ai trouvé super cool, j'ai vu que la capture de mouvement était devenue beaucoup plus simple que ce que j'en avais gardé dans mon imaginaire, c'est-à-dire, moi je me rappelais des expériences des années 80, 90,
je me suis dit, bon, ben, allons-y. Donc, je me suis proposé de faire une séquence de capture de mouvement d'une dizaine de minutes que je présente en début d'un solo. Je fais juste une petite encart parce que sur cette photo, comme on a parlé de lumière, de diffraction et de choses comme ça, je rebondis là-dessus. En fait, c'est une projection qu'on fait par l'arrière d'une image donc de désert. Les danseurs sont en ombre, ce qu'on appelle des ombres chinoises, mais comme on a 3 projecteurs de 3 couleurs, rouge, vert et rouge, jaune et bleu, eh bien, on a de la trichromie et du coup, les ombres sont colorées. Donc, c'est un vieux truc aussi bien classique, mais qui marche admirablement bien. Sur cette pièce-là. Donc là, on voit quelques images des scènes de capture de mouvement ici. Donc, en fait, je joue avec la caméra. En fait, c'est avec la souris, mais en fait, réellement, c'est comme si je baladais la caméra. Donc, ça me permet de prendre des angles complètement différents sur ce duo. Donc, on a ces corps qui finalement se retrouvent. Ils ont été filmés, enfin capturés sur le sol, mais ils se retrouvent comme flottants dans l'espace. Maintenant, je vais peut-être passer plutôt à VRI qui est un peu plus récent et surtout qui est peut-être plus, qui va un petit peu plus loin et je pense qui est plus une pièce, comment dire, autant quand j'ai sorti Womb, on était vraiment en train de finir toute la 3D, c'est-à-dire que les gens en avaient marre et ça marchait de moins en moins et il n'y a plus de télévision 3D, enfin c'était vraiment la fin parce que justement j'ai reçu l'argent trop tard. Oui, bah, la clairvoyance n'est pas vraiment fort. Quand même Godard a la peine à financer ses post-productions, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, donc j'ai fait d'autres choses et je me suis intéressé. Alors, j'ai décidé de créer une pièce en réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est donc Artanim. Un jour m'ont dit: ah, viens voir, on a un nouveau système immersif, ça va t'intéresser. On a intégré ton duo, donc le duo que j'avais fait pour ma pièce, on l'a intégré dans notre démo, viens voir. Ok, donc je vais voir. Donc leur système, en fait, c'est un système immersif, c'est-à-dire qu'on est équipé avec un backpack. On a des marqueurs, un backpack, donc un PC avec un PC dans le dos, des marqueurs sur les mains, sur les pieds, des lunettes de réalité virtuelle avec aussi des marqueurs dessus, et on peut se déplacer librement dans un espace relativement grand, à plusieurs. En l'occurrence, VRI sera un espace de 8 mètres par... voilà, ça va se passer ici, en fait. Ici, et l'année prochaine. Donc, vous allez venir, j'imagine que vous allez tous venir, vous allez vous équiper, vous allez mettre vos backpacks et vous allez pouvoir déplacer à 5 personnes en même temps. Vous allez vous voir vous-même sous forme d'avatar et vous allez pouvoir voir les autres spectateurs sous forme d'avatar. Bon, ça c'est VRI, mais avant VRI, moi j'ai vu cette démo et je me suis vu moi-même en train de danser avec Susanna, et Susanna s'est vue aussi elle-même puisqu'on était ensemble, et ça c'était complètement fascinant, c'est-à-dire de se voir, c'était pas tellement le fait de se voir soi-même, mais de voir un corps en mouvement et de pouvoir lui tourner autour et se balader tout en pouvant soi-même faire des mouvements, quoi. Donc il y avait vraiment un phénomène de embodiment et en même temps d'assister à une œuvre. Donc, de nouveau, je vous propose de vous présenter un extrait qui est le trailer, donc c'est pas trop spoiler. Et puis comme ça, vous saurez mieux de quoi je parle. C'est parti? Non, c'est pas parti. Wow! Oh! Like here, like 40 meters high, and you go. C'est un peu comme faire un film pour des gens qui n'ont jamais vu d'image en mouvement. Ça c'est le casque, ça c'est le PC en fait. Ces marqueurs en fait reprennent les informations des caméras infrarouges. C'est ces marqueurs qui vous permettent d'être situés dans l'espace. Oui, ça serait bien. Et puis d'ailleurs, ça me elle est en train de flotter. Non,
Ce qui nous intéresse particulièrement quand on travaille avec des artistes, c'est pouvoir découvrir, on va dire, des terrains qui sont inconnus. Quand je vois effectivement une personne virtuelle devant moi qui me tend la main et à qui je vais serrer la main, le moment où je lui tends la main, donc déjà je vois ma main virtuelle s'approcher de la main de l'autre utilisateur, et quand en plus je ressens effectivement le contact physique de la main, le cerveau c'est plus où il est, c'est plus ce qui est réel de ce qui est virtuel, et c'est ce qui crée justement ce sentiment d'immersion vraiment très important. You have a nice dress. Yeah, t'as vu? C'est Gilles. Alors, par contre, ce que je trouve qui est génial dans la technique de capture de mouvement, indépendamment de comment on monte, mais de capter le mouvement, c'est presque parfait. C'est-à-dire que l'enveloppe n'est pas parfaite, mais le mouvement, il l'est, parce que c'est des points qui sont capturés dans l'espace extrêmement précisément. Donc, toute la dynamique du mouvement est enregistrée dans ces points. La vitesse, l'accélération, tout. C'était incroyable. Il me faut un petit moment. Le virtuel est réel. On pourrait passer, je pense, une journée entière enfermée dans ce monde. On est vraiment comme un enfant qui découvre la première fois des merveilles. On est comme ça, on est... Voilà, c'est tellement, oui, inédit. Bon, la pièce a déjà été jouée, on l'a déjà présentée dans pas mal d'endroits différents, dans différents pays, avec vraiment des publics assez différents. On retrouve un petit peu des constantes au niveau de l'émerveillement, évidemment, c'est-à-dire l'émerveillement d'être immergé, l'émerveillement de voir ces personnages, ces danseurs qui mesurent 35 mètres de haut, parce qu'ils mesurent vraiment 35 mètres de haut, et puis des petits danseurs qui mesurent vraiment une vingtaine de centimètres. On est dans un vrai espace, avec évidemment une limite, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de l'espace réel, mais enfin on est quand même dans un désert qui est très vaste, on se retrouve dans une maison. Donc je crois qu'il y a vraiment les retours souvent qu'on a, c'est sur évidemment la technologie, mais aussi sur l'œuvre, disons, de dire on est vraiment dans quelque chose qui commence avec un déroulement et puis qui finit, c'est-à-dire qu'on est quand même au-delà de la démo, ce qui est souvent le cas en VR, et dans les festivals de VR, on voit souvent des pièces qui sont encore, on ne sait pas trop si on est en démo, comment on dit, en test, c'est-à-dire un épisode test pour une série, enfin bon. Donc là, on commence à voir de plus en plus de créations, disons, originales, complète. Là, on a vraiment la chance d'avoir ce dispositif immersif. Là, vous avez une petite description. Donc, vous voyez un petit peu, vous l'avez vu avant, en fait, c'était expliqué, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Ça, c'est un petit peu ce que ça donne, ça c'est à Montréal pour la première. Donc, le type de dispositif qu'on peut avoir. Ici, on est dans un centre commercial, festival du film à Montréal, à sa section VR, dans un centre commercial. Alors, au début, j'étais pas tellement chaud, mais en fait, finalement, c'était très sympa et très drôle parce qu'on a eu toutes sortes de gens, vraiment des gens. On a eu un public très varié, c'est-à-dire des gens du festival, évidemment, mais aussi du public. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment on pratique, donc nous, on a fait des body scans en photométrie, c'est des systèmes assez classiques, entre guillemets, mais enfin, disons, c'est une des manières de capter le volume d'un corps, c'est avec une soixantaine d'appareils de photo, de faire une photo, et puis ça nous donne une espèce de, cette image que vous voyez à gauche, cette espèce de skin bizarre de Susanna, comme si elle était passée sous un rouleau compresseur, et ensuite, ça se remet autour du volume de ces squelettes, et donc ces squelettes sont captés dans des studios de capture de mouvement avec des caméras infrarouges. Ici, c'est un système Vicon. Ils sont vraiment bons, quoi.
là-dessus. Là, ça vous donne une petite image de ce qu'on peut voir, c'est-à-dire quand la capture est brute, avant qu'on ait mis l'enveloppe autour. Et ici quelques sources d'inspiration, donc cette relation au grand personnage, parce que évidemment moi comme c'est-à-dire bon, moi je suis chorégraphe, donc j'ai l'habitude de travailler dans la contrainte de l'espace, hein. Je vais faire une pièce pour ce plateau, donc je vais m'arranger avec ce qui existe, et puis je dois trouver des solutions en temps réel. En VR, tout était possible. Si je voulais être sur Mars, je pouvais être sur Mars. Si je voulais être sous l'eau, je pouvais être sous l'eau. Il fallait juste que je le dise. Donc en fait, il y avait presque trop de possibilités. Donc je me suis dit, bon, on va déjà voir un petit peu quelles sont les limites du système. Donc à mon avis, il y a certaines limites en réalité virtuelle. Une des limites, c'est pour moi, la limite principale, c'est le motion sickness, c'est le mal de voyage, c'est-à-dire se sentir mal, c'est-à-dire qu'on bouge sans bouger, on nous fait croire qu'on bouge alors que notre corps reste immobile, donc l'oreille interne n'arrive pas à suivre et ça crée cette sensation de malaise. C'est le truc typique, vous êtes dans le train d'à côté démarre, vous croyez que vous bougez et vous réalisez qu'en fait c'est le train d'à côté qui a bougé, ça fait un petit effet comme ça arrive à ski dans le brouillard aussi, enfin, c'est ce genre où tout d'un coup le cerveau marche à l'envers et ça arrive beaucoup dans beaucoup d'expériences VR. Une des grosses difficultés dans la VR, c'est comment se déplacer dans l'espace réel. Alors évidemment, avec notre système immersif, a priori, on n'a pas de problème, puisqu'on se déplace réellement dans un vrai espace. On a les systèmes qui existent, qui fonctionnent finalement le mieux, par défaut, c'est la téléportation, c'est-à-dire un espèce de machin qui fait comme ça, et puis quand on lâche, on se retrouve là-bas, puis ça rend pas malade, enfin en tout cas moi ça va. Mais disons que là, donc je me suis dit, établissons quand même un certain nombre de contraintes. On va dire que le sol, par exemple, c'est notre base. Donc le sol, on le sent vraiment. D'ailleurs, certaines personnes disent que la réalité virtuelle n'est pas virtuelle, mais elle est augmentée, puisqu'on sent le sol, donc on est dans un espace réel. Et ce qu'on voit finalement, c'est un détail. Mais donc le sol est réel, la gravité est réelle, donc je ressens la gravité, mais le danseur virtuel la ressent aussi. C'est-à-dire que j'ai pas des danseurs volants. J'ai pas fait des trucs, j'aurais pu, hein, c'est assez facile à faire, j'y ai pensé, mais finalement je me suis dit non, on va rester simple, c'est ma première pièce en réalité virtuelle, et pour beaucoup de personnes ça va être leur première expérience aussi, donc allons-y mollo. Donc j'ai décidé d'établir le sol et cette relation au sol. J'ai aussi décidé d'établir le fait qu'on était à notre échelle, c'est-à-dire on n'est pas des petites fourmis, on n'est pas des géants. Le monde dans lequel on est, c'est notre monde, c'est un monde à notre échelle, où il y a des géants, où il y a des petits êtres. J'ai dû trouver, là je vous montre encore une autre photo, ça c'est Ron Mueck, l'artiste australien aussi en haut, qui m'a beaucoup influencé, notamment cette image-là que j'ai vue en 97 à Londres, quand il y a eu cette fameuse exposition qui avait fait scandale, et ça c'est son père mort, ça s'appelle Small Dad, je crois, la pièce, et en fait c'est son père mort. C'est assez surprenant en fait, il y a un jeu d'échelle assez fort, en fait, d'être debout devant ce corps nu comme ça. Bon, et voilà, donc je me suis dit, ben, on va partir dans cette direction, puis là je vous montre quelques images un petit peu de ce que ça donne. Mais il a fallu trouver un certain nombre de solutions, et notamment un des plus grands problèmes, c'est comment se déplacer. Donc, comment changer d'espace. Donc, on a 3 espaces différents. Moi, je voulais vraiment, parce que souvent, les expériences VR se passent dans un endroit, dans une forêt ou dans une maison. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Parce que c'est pas facile de changer d'endroit, surtout quand on a 5 personnes qui bougent librement sur un espace de 8 par 5. Donc, au début, ça commence dans un désert. Donc, je me disais, mais si je veux qu'ils se déplacent dans le désert, par exemple, c'est pas possible, je peux pas les mettre sur un petit train-train qui se déplacerait comme ça dans le désert, parce qu'ils vont faire comme ça et en fait il se passe rien, donc ils vont bouger sans bouger, ça va les déstabiliser. Si je me suis dit, on est en Suisse, on va faire un téléphérique qui va les amener en haut de la montagne, le même problème. Donc le défilement du paysage va créer une sensation. Il semblerait qu'un des trucs qui marche, c'est les ascenseurs, parce que c'est vrai qu'un ascenseur finalement on sent pas très bien que ça monte et que ça descend. D'ailleurs, pour l'anecdote, un ami qui travaille avec
des tribus d'Amazonie qu'ils ont fait venir une fois en Europe. Et un des trucs qu'ils ont raconté en rentrant, qu'ils trouvaient vraiment dingue, c'était qu'ils rentraient dans une pièce, puis quand la porte s'ouvrait, ils étaient ailleurs. Et ça, ils ont trouvé ça vraiment génial. Et quand on y réfléchit, c'est un peu ça, quoi. Ça m'a fait ça au Japon, d'ailleurs. Oui, on peut monter, descendre plus ou moins en fermant tout, ça peut passer, même si on voit, c'est pas le pire. Tout ce qui est déplacement latéral, c'est vraiment terrible. Donc je me suis dit, bon, mais comment je vais faire? Je me suis dit, mais finalement, dans un théâtre, comment je ferais en théâtre? Parce que le théâtre, c'est l'espace le plus défini et clos et temps réel qu'on puisse imaginer, puisque vous êtes bien obligé d'attendre, de supporter les changements de conférenciers. Enfin, tout ça, ça fait partie des choses qu'on gère. On essaie que ça dure pas trop longtemps. Enfin, on y pense. Quand on fait un changement de décor, est-ce qu'on le fait à vue? Est-ce qu'on ferme le rideau? On fait un entracte? Mais ça casse l'ambiance. Est-ce qu'on fait pas d'entracte? Et bon. Donc, c'est des choses, on doit prendre des décisions. Et moi, je me suis dit, finalement, pour changer le décor, vu que j'ai 5 géants qui font 35 mètres de haut, autant les utiliser. Et c'est eux qui prennent les murs et qui viennent construire la maison autour des 5 spectateurs. Donc, ces 5 spectateurs, tout d'un coup, vous l'avez vu dans le clip, à un moment donné, des murs arrivent, ils se retrouvent dans ce loft. Et puis après, évidemment, pareil, au moment où on renlève les murs, eh bien, ils sont ailleurs. Avec on a quelques petites astuces, et c'est là où les techniciens sont fantastiques, puisque tout d'un coup, ils ont des idées, ils les mettent en pratique. Donc, quand les géants amènent les murs, on voit déjà à travers la fenêtre le paysage qu'on va voir au moment où... ils appellent ça Magic Windows. Alors là, je vous montre encore juste quelques petites images pour... qui illustre un petit peu le... Là, par exemple, on est dans le loft, justement, et on a aussi différentes peintures un peu, qui sont mises un peu partout, qui sont des peintures assez classiques et assez connues, et qui ont tout à voir avec le corps. Les décors et les costumes ont été faits par Jean-Paul L'Espagnard, qui est un styliste belge avec qui j'ai travaillé déjà sur plusieurs pièces. Et puis ici, il a vraiment aussi participé à la réalisation du décor évidemment, il avait un graphiste 3D, Christian Sliodak, avec qui il a travaillé. Aussi, j'ai souhaité créer une petite équipe autour du travail, c'est-à-dire que moi, il me semble plus intéressant de créer une équipe plutôt longtemps avec une petite équipe que court avec beaucoup de gens. Donc voilà, et c'est payant. D'ailleurs, Tristan continue à travailler, Camilo De Martino qui m'a aidé aussi, et sur Bombe et sur Véry, ça devient un peu mon interlocuteur. C'est un peu mon geek, on va dire. C'est lui qui m'aide à faire le passage de l'un à l'autre. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est vraiment de créer une réflexion autour de la création de contenu, disons pour la VR, en partant du principe que il est possible que les gens qui viennent du monde du spectacle vivant aient des bonnes intuitions. En tout cas, il semblerait, puisqu'on a travaillé beaucoup en intuition sur VRI, puisqu'il n'y a pas d'exemple et personne n'a jamais fait de pièce comme ça. En VR, il y a peu de choses à voir. Enfin, c'est encore pire que la 3D. La 3D, il faut chercher. Mais alors, la VR, il n'y a vraiment pas grand-chose sur ce basique. Puis les choses qu'on voit, on voit bien qu'ils n'ont pas tout résolu. Donc, il vaut mieux pas trop regarder et partir sur ses propres intuitions. Mais il semblerait que les gens de l'art vivant pourraient avoir des bonnes intuitions pour la réalité virtuelle, puisque finalement, c'est beaucoup de questions de temps réel. C'est-à-dire qu'on doit résoudre des problématiques qui sont liées au temps réel. On évoquait ça aussi, comment raconter une scène, puisque principalement, oui, j'ai 6 degrés de mouvement, oui, je peux regarder derrière moi, mais enfin, vous avez peut-être remarqué que je ne l'ai jamais fait pendant toute la conférence. Donc finalement, quand même, c'est principalement ce qui se passe devant qui nous intéresse. Voilà, c'est des choses qui me semblent que dans le spectacle vivant, on a les bons réflexes en fait sur le temps aussi, le temps qui passe, l'entrée d'un personnage dans le champ, le temps qui va se poser, le temps qu'il va mettre pour se déplacer, le temps que l'autre va mettre de sortir du champ. Donc toutes ces espèces de signes et de temps de ah ok il est là, ah il y en a un là, ah je reviens à lui, il se passe quelque chose, ah il est parti, ok je peux revenir. Donc toutes ces espèces de mouvement du regard en fait
c'est que c'est pour nous un langage tout à fait habituel, puisque la position au premier rang n'est pas la même que la position au dernier rang. Quand on met en place une scène, tout chorégraphe avisé va se promener sur plusieurs endroits de la salle pour vérifier non seulement le son, mais aussi la vision, et qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qui doit être corrigé pour trouver un compromis entre la vision du premier rang et la vision du dernier rang. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pour nous assez habituelles. Donc disons que le projet maintenant, d'un peu de futur, de continuer dans cette voie qui reste une voie chorégraphique, hein, là n'est pas la question, mais c'est de continuer à produire des projets, en tout cas de réfléchir et d'essayer de rendre plus accessible aux gens du spectacle vivant la création VR, pour voir qu'est-ce qui peut en sortir, que ça soit théâtre ou danse. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, enfin ma constatation de chorégraphe, c'est que sur VRI, j'ai l'impression que la chorégraphie était comme augmentée. C'est comme si ce que parfois les gens ne comprennent pas ou sont pas tout à fait sensibles, c'est-à-dire oh moi je sais pas quoi dire parce que j'y connais rien, c'est un peu l'excuse pour dire j'ai pas aimé, ou pas trop s'impliquer dans le langage chorégraphique qui est parfois un peu, faut le reconnaître, difficile à attraper. Là, dans VRI, on n'a pas du tout ce genre de problématique. C'est comme si tout d'un coup, ce langage de proximité, cette narration sans parole, tout d'un coup était comprise de manière totalement universelle par toutes sortes de gens dans différents pays. Évidemment, il n'y a pas de parole, donc on est universel aussi au niveau de la langue. Mais il n'y a plus cette barrière tout d'un coup. Donc voilà, ma réflexion, elle reste là maintenant, et c'est ce que je me pose comme question, c'est me dire, ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer, et je pense qu'il faut accumuler, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de pièces, de plus de gens, pas forcément des systèmes immersifs. Le système immersif a un défaut, c'est-à-dire que moi je voulais à quelque part, par la digitalisation, m'affranchir de la présence du corps, c'est-à-dire, ou disons, du voyage, d'amener la pièce en voyage à un endroit, mais finalement VR est une installation, donc on se retrouve exactement dans la même logique qu'une pièce de danse en tournée, et donc je continue à tourner, à présenter mon travail en tournée, mais j'espère quand même pouvoir le diffuser autrement, comme le film, à travers d'autres canaux, puisque ça peut être maintenant par Internet, ça peut accéder chez les gens, même si la grande tendance en VR semblerait être en ce moment ce qu'ils appellent location-based, c'est-à-dire on va à un endroit pour faire une expérience VR. Les gens ne sont pas ou peu équipés, ou mal équipés, ou ça les rend malades, comme moi, au bout d'une demi-heure de VR à la maison, je suis malade et j'arrête. Ok, alors j'arrive au bout, je vais peut-être juste, pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre jusqu'en 2019 pour venir nous voir ici, vous pouvez venir dans pas longtemps au Numérique Games à Yverdon-les-Bains, donc c'est pas loin d'ici, vous pouvez revenir ensuite l'avoir une deuxième fois ici à Neuchâtel l'année prochaine. Je vous donne ici les dates, si vous voulez les attraper, mais sans ça, vous trouvez tout sur le site. On a fait un site dédié qui s'appelle vri.space et vous pouvez trouver les dates, des photos et différentes infos. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre juste une question avant de faire la pause. Je rappelle qu'il y aura une table ronde en début d'après-midi où on va retrouver tous les invités pour poser toutes les questions cette fois. Merci. Est-ce que c'est juste que si j'ai l'impression que vous allez dans une direction moins live, donc vous faites de plus en plus des spectacles où les danseurs, ils sont plus là sur scène en fait. Mm-hmm. C'est tout pré-enregistré, c'est pré-produit, non? Oui. Est-ce que dans VRI, il y a quelque chose d'interactif, il y a quelque chose qui se passe en live, ou l'histoire qui est racontée, c'est toujours la même chose, j'imagine? Alors l'histoire, c'est toujours la même. Ce qui change, c'est l'interaction entre les gens. C'est-à-dire que les gens sont différents, donc c'est les mêmes avatars, donc il y a toujours une grande black, une asiatique, etc. Donc ça, effectivement, ils changent.
ce qui change, c'est leur relation. C'est un groupe de teenagers, bah, ça va se passer différemment que si c'est une famille. Et puis, ils ont une relation entre eux. J'aurais pu mettre de l'interaction, avec on appuie sur un truc ou on prend un truc, il se passe quelque chose. Mais j'ai pas voulu créer un jeu de piste. Je voulais que ça soit vraiment une expérience où on a le moins d'obligations. D'ailleurs, on dit même pas aux gens danser ou bouger. On leur dit rien. En fait, on leur donne juste les règles, on va dire entre guillemets de sécurité. Mais les gens sont libres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souvent apprécié par rapport à d'autres expériences VR où on est très constamment tenu, un peu comme le fait le cinéma. Et là, il semblerait que tout ce qui est un peu plus contemplatif, en fait, marche assez bien. On est presque plus comme dans un musée que dans une œuvre. Après, la question des danseurs, oui, bah, il y a moins de danseurs, mais d'abord, c'est pas... Moi, j'ai fait de la danse avec des vrais danseurs pendant plus de 20 ans, sans parler de toutes les années où j'étais danseur moi-même, donc ça fait plus de 30 ans, donc ça va, c'est bon, je peux très bien, pendant quelques temps, travailler différemment. Et puis pour les danseurs, c'est aussi très intéressant, parce que c'est une autre manière de travailler la danse, c'est une autre manière de la représenter, et puis c'est une autre manière de la voir. C'est-à-dire qu'ils se voient eux-mêmes. Un danseur, il se voit jamais finalement. Bon, il peut se voir en film, en vidéo, mais c'est pas tout à fait la même chose. Tandis que là, on est plus proche finalement. Donc voilà, moi je pense que ce genre d'expériences vont se multiplier pour les danseurs, donc ils auront de plus en plus de boulot. Voilà, et je pense que c'est juste intéressant. Maintenant, on réfléchit aussi à des modèles économiques pour dire, bon, bah, comment... mais bon, un acteur, finalement, dans un film, il est payé une fois, et puis le film, il fait une carrière pendant 150 ans. Voilà, donc là, on est dans un espèce entre les deux, en fait. Mais donc, en tant que chorégraphe, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir manipuler ses corps sans la psychologie liée à la manipulation du corps du danseur ou la proposition faite aux danseurs pour qu'ils produisent un travail. Tout d'un coup, j'ai un matériau brut et puis finalement, je peux le manipuler un petit peu comme je veux ou le réarranger comme je veux sans avoir à passer par l'explication, disons. Donc pour moi, c'est un espèce de raccourci. Puis c'est juste chouette à faire, quoi. C'est juste fascinant à faire. Et puis c'est aussi amener la danse ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent peu mis en avant, mais je pense que c'est possiblement VRI la seule pièce chorégraphique qui ait jamais été présentée au Festival de Sundance. Peut-être il y en a eu d'autres, mais je ne crois pas. Donc finalement, on amène la danse aussi ailleurs. On la fait voir différemment. Et donc ça reste un projet chorégraphique intéressant, je pense, aussi pour les danseurs. Merci encore. Je vous propose qu'on prenne 10 minutes, 15 max de pause. N'oubliez pas de profiter d'aller voir les démos du CSEM. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Extravec. Merci.